Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou. Bonjour Nadalette. Salut Lilou. Nous voici à Arcachon. Sud-ouest, sud-ouest. Je n'ai pas pu résister à son invitation de venir ici à Arcachon. C'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur. Je te suis depuis très longtemps et je suis absolument enchantée de faire ta connaissance. Merci du fond beaucoup. Du cœur. Merci. Ton livre, je l'ai entre les mains et je devais me déplacer pour te rencontrer, même si j'ai pas eu très loin à me déplacer. Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves, aux éditions Très Daniel. On te connaît, beaucoup d'entre nous avons vu ton TEDx, 2 millions de vues. C'est vrai que ça quand même, elle a pas mal circulé, cette vidéo, très très inspirante. Le livre est tout aussi inspirant, voire même plus, parce que les mots, tu manies les mots extrêmement bien. Oui, c'est plus mon mode de communication que la vidéo, indéniablement. Voilà. Donc, moi, j'ai adoré de lire ton parcours comme ça et de voir à quel point tu étais cette Wonder Woman, femme parfaite, dont la vie d'un seul coup bascule en 2014 à la suite d'une opération qui s'est mal passée. Et là, tu t'es retrouvée paraplégique. Et ça, de voir ton parcours de résilience, de lire la puissance de ton récit pour nous-mêmes, quel que soit le parcours qu'on a, je pense, le message d'espoir que tu apportes, tu vois, de résilience et cette énergie que tu nous donnes, on sent que tu as envie de guérir maintenant. Après t'être guéri, tu as envie d'aider à guérir. J'ai envie de vivre, j'ai envie de partager et j'y crois. Ouais. J'y crois profondément. Ouais. Et avant, c'était vie parfaite, mais vie vraiment imparfaite. Et là, c'est corps difficile, peut-être pas imparfait, mais difficile, oui. C'est la réalité du handicap. Mais une vie qui est presque parfaite, franchement. Ouais. Être soi-même. Ouais. Tu quel te rends compte? Bonheur. Ouais, non, mais quel parcours. On voit quand même que tu reviens de loin. Tu as fait Sciences Po? J'ai fait Sciences Po. Tu as été à la tête de grandes entreprises. Enfin, tu as quand même un parcours d'exception en entreprise. La working girl, avec la pêche. Oui, avec la pêche, et puis sans beaucoup d'indulgence et sans beaucoup de bienveillance, il faut bien le voir, parce que c'était un monde d'hommes et que pour réussir à cette époque-là, on adoptait le mimétisme animal des comportements de mecs et pas le meilleur du mec. Et oui. Oui, parce qu'eux aussi, ils étaient coincés, n'empêche. Ah bah eux étaient coincés, mais ils nous coinçaient aussi. Oui. Et du coup, il n'y avait pas tellement de modèles féminins auxquels se référer. Donc, on se référait au modèle existant qui avait l'air de marcher. Et donc, on enterrait, enfin moi j'ai enterré, en tout cas, je ne sais pas si c'est pour les autres, mais moi je confirme que j'ai enterré une bonne partie de moi-même, une bonne partie de ma sensibilité, une bonne partie de ma confiance, de mon amour des autres. Et parce que j'avais cet objectif de réussite sociale et financière qui, je pense, allait, à défaut de sauver le monde, me sauver moi. Et ça n'a pas tout à fait été le cas. Tu dis, parce qu'il y a plein de ces phrases qui sont un vrai trésor, d'ailleurs elles sont mises en avant par comme des citations qu'on a envie de lire. D'ailleurs, j'en ai partagé plein en story tellement j'étais inspirée en préparant cette interview. Tu dis, nous ne vivons pas au mieux, enfin on tient bon. Oui, on ne vit pas, on survit en fait pendant très, très longtemps, et je crois que c'est une période qui est absolument nécessaire et sur laquelle il ne faut pas culpabiliser. Il y a une période de notre vie que moi j'appelle celle des choix dictés, où on ne s'est pas encore trouvé, où on ne peut pas encore s'être complètement trouvé, parce que le moment vraiment clé de la transformation, il n'est pas arrivé, c'est juste pas possible, et il ne faut pas se flageller des erreurs ou des erreurs qu'on a pu faire. On a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait au moment où on l'a fait, et ça fait partie d'une transformation, puisque la transformation se fait étape par étape, avec ce qu'on est capable de faire au moment où on le fait. Donc je dis, mais surtout, ne nous flagellons pas. Il ne faut pas s'en vouloir. On va même parler de gratitude, parce que tu vas même jusqu'à dire, j'ai de la reconnaissance d'avoir vécu cette opération ratée. Je suis arrivée sur mes 2 jambes, je suis repartie et on m'a annoncé au réveil que j'étais paraplégique. Alors, je n'ai pas été tout de suite reconnaissante. Je suis passée, comme tout le monde, par des phases de deuil qui ont été des phases de colère, de déni, de chagrin, etc. Mais maintenant, 8 ans, on est presque 8 ans aujourd'hui, ça a eu lieu le 14 octobre 2014, on est presque 8 ans après cette opération. Si je regarde ma vie, je vis seule parce que c'est mon choix à Arcachon, dans ma maison. Je suis écrivaine, qui était le rêve de mes 18 ans. Je fais des conférences qui parlent au cœur des gens, et c'est le seul risque que je prends. Franchement, il n'y en a pas d'autre, et il n'y a pas d'autre objectif que de parler au cœur des gens. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Je suis entourée par des gens que j'ai choisis. Tous les toxiques sont à peu près éliminés. Il reste autour de moi des gens bienveillants et des gens généreux qui ont leurs problèmes, leur vie. Bon, c'est pas des saints, je ne suis pas
Et toi non plus, tu l'es pas. Non, pas du tout. Et l'immaculée conception, c'est ni toi, ni moi, ni eux. Ouais. Donc, on vit tous en tant qu'humains, mais on peut vivre avec cette ouverture du cœur qui change complètement la dimension des choses. C'est une renaissance quand même, hein, parce que là on sent vraiment, et tu l'utilises le terme phénix, de renaître comme ça de ses cendres, parce que c'est ça, on a presque l'impression que tu as fait une expérience de mort imminente, tu vois, comme de personnes qui vont dans le coma et qui touchent à la source, on peut dire, et qui reviennent et qui en sont transformées. On a l'impression que tu as eu une deuxième vie là. J'ai eu une deuxième vie et il a fallu vraiment que le destin, le karma ou je ne sais pas quoi frappe vraiment très fort pour que j'arrive à... En effet, tu parles d'une expérience de mort imminente. Oui, je suis allée jusqu'à être totalement détruite. C'est-à-dire quand je me suis réveillée de cette opération, je ne pouvais plus lire, je ne pouvais plus écrire, je pouvais avoir accès à ce que mes mains pouvaient atteindre, mais j'étais comme une espèce de baudruche qu'on trimballait d'un lit à une table de verticalisation, d'une table de verticalisation à un fauteuil roulant qu'on poussait, que j'étais même pas capable de pousser, j'étais plus rien. Tout l'inverse de ce que tu avais vécu pendant... J'avais 59 ans et toutes les années précédentes, j'avais été une hyperactive, travaillant à l'international, gérant une vie professionnelle et une vie amicale et une vie associative. J'étais dans des boards de réseaux de femmes et 3 filles merveilleuses que j'adorais, mais pour lesquelles je devais être une figure de mère assez impressionnante parce que je faisais tout. Elles ont eu de la chance que je me casse la gueule, franchement. Oh là là. Quel bonheur pour eux, pour elles. Elles ont vu leur mère tomber et oui, ça a été certainement très douloureux pour elles, mais en même temps, ça leur donne une image de la femme qui n'est pas une image absolue et castratrice. Je suis vulnérable, je suis faible, je ne peux pas tout faire. Tu l'as accepté, cette vulnérabilité? Maintenant, je commence à l'accepter. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a des jours où je l'accepte complètement et puis l'âge passant, ma vulnérabilité, elle est d'autant plus flagrante que je n'ai plus du tout la même résistance même qu'il y a 8 ans. Donc, je ne peux pas faire les mêmes choses. Donc, peu à peu, je me familiarise avec cette vulnérabilité et j'y trouve aussi mon compte, puisque dans cette incapacité à être hyperactive, je trouve de l'espace pour écrire, pour réfléchir, pour être en relation avec des gens, pour te rencontrer. J'aurais jamais imaginé il y a 8 ans que j'allais te rencontrer. Tu vois, pour moi, c'était pas un univers qui était mon univers. Et maintenant, je m'y sens à l'aise comme un poisson dans l'eau. Et pourtant, ton univers, est-ce que tu parles de spiritualité parce que tu es intéressée sur tout ce qui touche à la conscience depuis très longtemps. Et heureusement, d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris. Oui, heureusement. Parce que sinon, en 2014, ça ne se serait peut-être pas passé comme ça. Ça se serait pas passé comme ça. En fait, j'ai été intéressée par ça à partir de l'âge de 30 ans. Et surtout par intermittence, tu sais, comme on allume une lumière et qu'on l'éteint. Donc, en effet, je suis allée travailler avec Drunvalo Melchisedec, on en parlait, j'ai travaillé avec le docteur Catherine-Henri Plessier, j'ai fait de la PNL, j'ai fait de l'hypnose ericksonienne avec Stéphanie Gilligan, j'ai fait plein de choses. Et tout ça, sans savoir pourquoi, j'allais voir du côté du Reiki, j'allais voir des trucs à gauche, à droite, parce que j'avais cette insatisfaction fondamentale dans ma vie et que je n'arrivais pas à trouver ce fil directeur et cette verticalité. Et tu continuais à côté à 3000 à l'heure. C'est-à-dire que par moments j'arrêtais et je disais vraiment ça ne va pas et je vais passer 4 jours dans un séminaire un peu poussé de chamanisme ou de choses comme ça. Puis je revenais dans l'univers, j'allais dire concentrationnaire, du boulot et de la vie normée. Et puis évidemment, ça repétait, et je repartais, et je revenais, mais je n'arrivais pas à passer. Je n'arrivais pas à en garder les fruits. Et puis un jour, je me suis trouvée arrêtée donc, dans cet hôpital, et je me suis aperçue que le temps, j'avais jamais le temps en effet de faire ce genre de choses, mais que le temps là, je l'avais puisque j'avais plus rien, et que j'étais qu'une plante verte au milieu de rien du tout. Et à ce moment-là, Dieu merci, et Dieu en l'occurrence c'est Chopra. Chopra avait ses... Ton gourou. Non mais Chopra m'a sauvée. Les 21 jours alors, toi gratuits. Qui es féministe, par contre, oui, tu déchanterais peut-être un petit peu avec oui, mais il y avait Oprah. Il y avait Oprah. Ah oui, il y avait Oprah et Chopra, ça équilibre. Voilà. Mais quand même, ces 21 jours de méditation gratuite, ces programmes gratuits qui mettaient à la disposition des gens étaient magnifiques. Oui. Et un très bel enseignement. C'était un très bel enseignement. Oui, j'ai vécu en Inde, je n'ai pas non plus beaucoup d'illusions en la matière sur beaucoup de choses, mais l'enseignement était extraordinaire, et ça m'a donné l'habitude de la méditation, et la méditation du coup est devenue comme un espèce de repère auquel je me réfère, même quand je l'oublie,
et que je n'en fais pas pendant un certain temps, à un moment, quand la vieille vie vient me cogner, je me dis, attends, la Fonta, là, ça va pas du tout, tu es encore en train de partir en vrille. Allez, le matin, on en reprend un coup. Et je trouve un programme de méditation qui me va. Maintenant, bon, je connais mon chemin dans la méditation. Je vais voir ma copine Isabelle Galkins, j'en parle avec quelqu'un. Voilà. Mais à ce moment-là, dans cette solitude immense de l'hôpital de Garches, tout ce que j'avais appris, ben, j'y ai repensé, je l'ai revisité, je l'ai engrammé véritablement. Ces 15 ans de travail avant qui étaient souterrains, dont je ne parlais jamais dans ma famille. Et quand j'étais partie travailler pour IBM en Inde pendant 3 mois, quand je revenais, ma famille me disait « Oh là là, toi t'es encore allé fumer la moquette avec tes gourous. » Ah là là, ces expressions qu'on peut... Non, mais beaucoup d'entre nous qui cheminons comme ça et dont la famille ou les amis ne sont pas là-dedans, on se prend ces petites réflexions mais on se les prend. Très vexantes, enfin, je veux dire, c'est vraiment mais qui sont blessantes parce que c'est pour des gens, par exemple, c'est tout le travail que j'ai fait avec Catherine Henry-Blessier, c'est quelqu'un qui est comme ma sœur et pour laquelle j'ai un respect profond, et je ne pouvais pas accepter que des gens que j'aime dénigrent ce travail qui a été fondamental pour moi dans l'écriture notamment. Ouais, et puis ta rééducation, enfin tout, je suppose que tout a joué, tous les domaines sont impactés de toute façon, si tu veux vraiment changer de vie et te remettre d'un choc énorme, quand tu peux te remettre, eh bien, il faut te mettre tous les moyens à bord. Donc, on juge facilement. Oui. Et maintenant, j'en parle parce qu'à l'époque, il y a plein de choses dont je ne parlais pas. Je ne parlais pas de mes 2 années d'année sabbatique où j'avais erré à travers le monde pour essayer de me trouver, mais ça en fait partie de ce parcours. Danser dans une tenue que la morale aurait réprouvée totalement, le carnaval pendant 3 jours, à Trinidad, ça fait partie des expériences fondamentales. Parce que tu dis nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves. Hein. Donc c'est quand même le rêve. Il y avait un des rêves, c'était d'écrire, mais j'ai l'impression de te trouver était encore plus essentiel. Je veux dire, de se connecter à quelque chose de plus grand. Voilà, je ne suis pas pratiquante. J'ai été élevée dans la religion chrétienne, mais c'est vrai que ce n'est pas une religion qui me parle dans la pratique. Par contre, j'ai un besoin profond de spiritualité que je n'arrivais pas à assouvir, et qu'en effet, en rencontrant Choum à l'ashram de Pondichéry en 2011, et en ayant les expériences que j'ai pu y avoir qui étaient assez fortes, probablement ça a ouvert ce chemin en moi qui après s'est déroulé et qui est allé... Et le chemin ouvert, en fait, tout en moi est allé rechercher ce qui était derrière et qui était à la disposition de chacun. Disons que je cherche quelque chose qui est plus grand que moi. Mais je ne suis pas dans une démarche, je suis dans une démarche spirituelle, mais pas religieuse. Oui, et puis bien ancrée. Parce que toi, il faut du concret quand même, on le sent. Tout à fait. Ça, c'est pas comme si d'un seul coup tu avais, je veux dire, il y a les éléments, ta famille et tes amis doivent te reconnaître sur les fondamentaux de ta vie, et en même temps il y a quelque chose de toi qui doit être plus apaisé, ouvert et disponible à des miracles, parce que tu oses mettre, tu dis clairement 2014 c'était un miracle au final. 2014 c'était un miracle, TEDx c'était un miracle. Enfin, une nana de 62 ans, même sur la scène de Mogador qui fait un TEDx, ça ne fait pas rêver les foules. Donc moi je m'attendais à avoir 5000 vues et j'aurais été contente. Déjà c'était un miracle d'être sur la scène de Mogador. Et ce truc est parti... Et puis de faire un TEDx, paf, est parti vraiment sans que je comprenne quoi que ce soit. Et après, en fait... Tu l'as bien amené aussi, hein. Il est bien amené. Oui, il est amené, mais je t'assure que la veille, il n'était pas prêt. C'est-à-dire que je n'ai pas fait un travail fabuleux. Le seul travail que j'ai fait réellement avant de rentrer à Mogador, c'est que je me suis dit, je ne suis pas prête du tout, ça ne va pas du tout, et je me suis foutu mes écouteurs, et j'ai écouté un truc de méditation et d'hypnose, et je suis rentrée, j'étais ancrée. Voilà. C'est le seul truc qui s'est passé. Au-delà du mental. Au-delà du mental, j'étais dans le flot. En fait. C'est bon, mais ça. Ouais, c'est des bons moments. Non, mais même créativement, tu les avais avant aussi. Seulement quand on peut faire durer cette expérience et l'avoir sur commande presque. Parce que là, quand même, pour avoir fait 2 TEDx et avoir trouillé à fond la caisse sur la scène, c'était à mes tout débuts en plus sur scène. Je peux vous dire que c'est un événement qui quand même marque. Et puis, comme ça.
Ah ben dans les coulisses, on était un certain nombre, dont mon ami Frédéric Pommier, qui est donc quand même journaliste à Radio France, donc il a l'habitude, et qui avait le trouillomètre tout aussi à 0,0 que moi. Il répétait encore plus, Frédéric, je cafte là, mais il répétait encore plus que moi. Donc quand tu vois des gens qui sont des pros, qui ont le trouillomètre à 0, toi le tien c'était explosé. Donc il n'y avait plus qu'un truc à faire, c'était de se brancher, de se dire, bon bah, de toute façon, on va être dans le tunnel, et puis après on va en sortir, et on verra. Mais cette force intérieure t'a aidé énormément à être, parce que maintenant tu utilises une béquille, une canne, je veux dire, c'était, enfin, je sais même pas comment tu as pu faire pour... Bah, il y a des hauts et des bas. En ce moment, je me suis beaucoup rattrapée en étant près de l'océan, en marchant dans l'océan. Donc j'arrive à marcher avec 2 cannes et avec une certaine solidité. Et puis de temps en temps, quand je prends une autre tempête dans la gueule, et j'ai pris quelques tsunamis récents, bon, il n'y a plus rien, je me casse la figure et je suis en vrac. Mais grosso modo, je me relève. Tu as cette force intérieure. Et j'ai envie de vivre, j'ai tellement envie de vivre. Tu as envie de vivre. Donc, et tu dis oui, c'est ça, parce que tu parles de la mort et tu abordes la mort, et c'est vrai que c'est important parce que la manière dont on aborde la mort, finalement, et la manière dont on va la vivre. Enfin, on va vivre la vie, je veux dire. Oui, tout à fait. Il faut aborder la mort parce que, moi, elle me colle depuis ma naissance, puisque mon frère jumeau est mort en même temps que moi, et que j'avais grosso modo 50% de chances que ce soit moi ou lui. Donc la mort, c'est quelque chose d'extrêmement familier, c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément. J'ai accompagné beaucoup de gens jusque dans la mort récemment. Et je pense qu'on ne peut profiter de la vie qu'en ayant justement cette conscience que tout est éphémère, et que c'est justement éphémère, magnifique parce que c'est éphémère, et que c'est une richesse incroyable. Donc à partir de ça, oui, la peur de la mort, je l'aurai probablement jusqu'à mon dernier jour, et peut-être à mon dernier jour, mais en même temps, avant, je vois toute la beauté de la vie et j'en profite pleinement. Je suis... extrêmement éblouie par la mer, par la nature, par mes petits-enfants, par mon chat, par mes amis. Enfin, je m'émerveille. Je m'émerveille en permanence, alors qu'avant, j'étais plutôt à me dire, demain ça va être mieux, l'herbe va être plus verte ailleurs, un autre patron sera meilleur, un job sera plus intéressant, etc. J'étais toujours insatisfaite. Il me faut plus. Là, non. Non, je suis bien. Oui. Tu dis que tu voulais contrôler, alors que maintenant, tu tentes de maîtriser. Je tente de maîtriser. C'est-à-dire maîtriser, c'est se positionner avec une position de connaissance. Et connaissance veut dire qu'en effet, il y a du lâcher-prise et qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc on accepte d'avoir des choses sur lesquelles on a une certaine maîtrise et d'autres dans lesquelles on n'en a pas du tout. Et c'est juste comme ça. Ça doit être comme ça. Et en fait, je m'aperçois que chaque fois... Et récemment, j'ai eu beaucoup de chagrin. Mais malgré tout, dans des épreuves assez cruelles, bon, j'ai le chagrin normal de quelqu'un qui passe une épreuve. Mais quand, quelques mois après, je regarde cette épreuve et je regarde le parcours qui s'est fait depuis cette épreuve, je m'aperçois que quelque part, la vie prend soin de moi. Elle ne prend pas soin de moi dans une totale délicatesse, par moment, mais elle prend soin de moi, oui, in fine. Ouais, parce que cette souffrance, comme tu dis, la mort est inévitable, la souffrance aussi, de toute façon, ça fait partie de la vie, c'est comment on va... Mais c'est comment l'accepter, et puis lui donner du sens, et puis trouver des choses en dehors d'elle qui ont tellement de sens que ça va calmer la souffrance, apaiser le chagrin, ouvrir une nouvelle porte. En fait, si on fait plus de la même chose, on récupère toujours les mêmes résultats. C'est qu'en ayant le désir de ne pas savoir et de laisser la porte ouverte, que rentrent des choses inattendues et souvent merveilleuses, et qui vous demandent de réapprendre quelque chose pour en profiter et pour les vivre. Et ça, c'est juste géant. Ouais, on sent que tu as cette envie de transmettre et de partager, et que tu es à la bonne place pour le faire. Oui, je crois que je suis à la bonne place, et c'est un cadeau de la vie, parce que honnêtement, ça donne du sens à la mienne, d'abord. Et puis aussi, tu te dis, si à mon dernier jour, bon, bah, peut-être il y aura beaucoup de gens avec lesquels je ne me serais pas entendue, ou des trucs que j'ai faits qui ne seront pas totalement cachers et formidables. Mais il y aura tous ces gens auxquels j'aurais donné, ou par des livres, ou par des conférences,
un éclairage ou un petit truc à prendre. Et ça suffit pour justifier d'avoir vécu. Ouais. C'est ce qu'on va garder au dernier jour. Ouais. Qu'est-ce que tu souhaites maintenant? Qu'est-ce Je veux que dire, je comment souhaite? tu vis avec tout ça, au-delà de, comme tu dis, même si on ne dirait pas, c'est vrai que tu es assise là, ta canne est en arrière-plan, comme tu dis, il y a 80% quand même Oui, des handicapés qui justement, c'est invisible, mais c'est bien là. Toi, comme tu dis, je suis sur un trottoir et si quelqu'un me bouscule un tout petit peu, je suis en vrac, je suis par terre, ça y est. mais sinon, ils se disent que je me suis fait une entorse. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je souhaite aujourd'hui? De traverser tout ça, c'est J'ai envie tempête. de vivre dans un monde personnel et de façon plus générale, plus serein, plus aimant, plus joyeux. Ouais. Indéniablement, ça, j'ai envie de cette joie. J'ai envie de cette joie de partager, j'ai envie de cette joie d'écrire, j'ai envie de cette joie de voir mes petits-enfants grandir, j'ai envie d'amitié, j'ai envie d'amour, j'ai envie de tout ça. Et j'ai envie d'avoir une santé qui se maintienne. Ouais. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est la seule angoisse que je peux avoir, c'est en effet que ma paraplégie se dégrade. Et là, je demande à l'univers de prendre soin de moi. Oui, Mais, oui, parce que tout au long de ta colonne, hein, ah ben, j'ai du titane jusque-là, depuis les fesses, et puis j'ai des jambes qui sont paraplégiques, donc avec des douleurs neuropathiques en permanence. Ouais. Comme je te parle, là, elles sont en train de Je me demandais fourmiller. si tu étais bien confortable au niveau Non, du dos. oui, je suis Mais bien là, ça fourmille, là. Bah, là, ça fourmille, mais en permanence. Je me lève, ça fourmille, les doigts de pied. Je dis que je marche sur des pieds qui sont en fait des petites saucisses de gnocchi qui vont péter. Oh là là. Ça, les enfants adorent parce que ça leur parle bien, les saucisses de gnocchi. Mais tu vois, ces trucs un peu boudinés sur lesquels on a l'impression que ça va faire... Ouais. Et c'est franchement désagréable, mais en même temps, je ne peux pas arrêter de vivre et me concentrer que sur mes petites saucisses des doigts de pied, même si elles sont douloureuses. Donc je passe à autre chose. C'est adorable. C'est adorable et en même temps, cette souffrance que tu traverses, il y a une force de vie là. C'est pour ça que je me demande what's next for you? Parce que qu'est-ce qu'il y a après? Parce que... J'aimerais moins de souffrance. Ouais. On peut dire pas de souffrance même. D'ailleurs, on dit d'ailleurs allez bien. Ouais. Et je pense qu'à partir du moment où on est dans un processus de pensée positive, on écarte beaucoup d'interférences négatives. Donc ouais. Ça, c'est très important. J'aimerais faire par exemple un TEDx en anglais. Ça, tiens, il y a un truc qui me branche. Ça me travaille depuis 3-4 mois là. Je me dis, ah oui, en français c'est bien, mais en anglais, j'adore l'anglais. Hein, c'est une langue que j'aime. Ça me plairait bien. En même temps, j'ai envie de continuer cette écriture parce que l'écriture, c'est quand même un truc fabuleux. Oui. Fabuleux. Oui, on n'en a pas parlé. Pourtant, c'est un grand chapitre. C'est un grand chapitre parce que... T'as pas fini d'ailleurs. J'ai pas fini et je pense profondément que chacun a un outil de transformation qui vous va et qui va vous accompagner, qui va être une espèce de mentor dans votre transformation et la rendre possible. Alors pour certains de mes copains, comme par exemple pour Philippe Croison, c'est l'exploit sportif et je suis en admiration. Moi, j'ai jamais été dans l'exploit sportif, j'ai jamais compris tellement le sport ni l'exploit. Donc, c'était pas là que j'allais retrouver mon truc de transformation. Pour d'autres, c'est la maternité. Pour d'autres, ça peut être la cuisine, etc. Moi, c'est l'écriture. Et l'écriture, elle est doublement transformatrice parce qu'elle est transformatrice puisque des lecteurs et des lectrices me disent qu'en lisant mes livres, ça les impacte d'une telle façon que ça leur ouvre leur propre transformation. Mais elle est aussi transformatrice pour moi, et c'est un truc très paradoxal avec ce livre-là, c'est qu'au fur et à mesure que je l'écrivais, j'ai été obligée de changer dans ma vie personnelle des choses majeures parce qu'il fallait que je sois cohérente avec ce que j'écrivais. Et le jour où ce livre, où les mots sont sortis, les mots que je ne connaissais pas m'ont envahi et sont sortis sur l'écran et ont été imprimés, j'ai vraiment pris des décisions majeures dans ma vie qui traînaient depuis 20 ou 30 ans que je devais prendre, que je n'étais pas capable de prendre. Elles étaient douloureuses, elles ont été très douloureuses, mais ce livre m'a alignée sur moi-même, m'a encore fait passer une étape. Et c'est là, oui, c'est un accouchement à chaque fois. C'est un accouchement, mais c'est pas simplement l'accouchement. Le premier livre, c'était un accouchement de l'écriture, d'une histoire. Mais là, c'est un accouchement de moi-même par l'écriture, et c'est un truc de fou.
C'est un truc de fou, ça m'apprend des choses formidables. Pourtant, tu dis tu écris beaucoup en mode intuitif, hein, Je suis inspiré. je suis vraiment en hypnose légère, mais en hypnose quand j'écris. Tu fais de l'hypnose avant même de commencer ou non, même pas. automatiquement ça vient Je crois que si tu veux, moi, on me met devant une vidéo d'hypnose, on me met Milton Erickson sur YouTube, je suis partie. Ouais. Donc ça, c'est un processus qui est déjà très engrangé. Puis en plus, dès que c'est lié à l'écriture, je suppose que tu rentres direct je rentre dedans. Ouais. Et ce n'est qu'après que je vois ce qui s'est produit. C'est-à-dire les mots, les mots passent. Et je ne sais pas si c'est de l'écriture intuitive ou non, mais c'est comme ça que j'écris. Et c'est juste... ça te fait un bien fou. Ça me fait un bien fou. Et objectivement, c'est quand même ce qu'il fallait que ce pourquoi mon corps désormais est fait. Le marathon ou le rock'n'roll, ça t'a c'est obligé. bien. Il y a plein de choses qui, dans le coup, ça t'a poussé à le faire. Je suis cohérente là. Ouais. Donc j'ai un aliment à la fois cœur, corps et esprit qui se fait complètement grâce à la paraplégie et à ce geste peut-être fatal. Oui, après est-ce que tu as décidé de vivre... Alors, est-ce que je veux dire, au niveau de l'incarnation, justement, est-ce que tu penses que c'est une épreuve que tu t'étais imposée d'avance? Est-ce que tu as contemplé des vies passées? Est-ce que ça te Non, j'ai jamais tellement contemplé de vie passée. J'ai travaillé beaucoup en constellation familiale, etc. Mais je ne suis pas allée tellement... je suis allée sur des impressions, en effet, de douleur, de torture sur des membres. Donc, je peux toujours me poser des questions là-dessus. J'ai pas puis la douleur à la naissance, déjà, de perdre son frère jumeau. Là, c'est quand même énorme. Et la relation à l'homme. Le programme, rien que là, bam. Et la relation à l'homme et au masculin. Hein. Là, certains... j'ai du travail. J'ai encore du boulot. Mais non, je pense qu'en fait, je ne crois pas que le karma soit quelque chose où tu te fixes un truc en te disant, tiens, à 59 ans, je vais devenir paraplégique. Maintenant, une succession d'incompréhension et de blocage a fait que, en effet, il était logique que, n'arrivant pas à m'en sortir, ayant trop porté, et par conséquent un dos en vrac, enfin, si tu veux, là on est beaucoup plus dans la somatique et dans Martel, enfin dans la maladie, ma maladie venait en point d'orgue d'une non-confiance en moi, d'un non-respect de moi-même et de ne pas m'être aimé, et de ne pas m'être aimé parce que mon frère était mort à la naissance, parce que mes parents avaient été complexes comme parents et parce que les rencontres de la vie avaient été plus ou moins douces et agréables. Maintenant, aujourd'hui... Oui, c'est ton point, c'est ton regard là, à cet instant, avec ce que tu as peu... Ce qui est marrant, c'est que quand tu as eu cet accident, tu le dis, tu dis, mais en fait, je ne savais rien. Et finalement, c'est magnifique, cette posture de ne pas savoir. Parce que peut-être que dans 10 ans, tu vois, tu vas regarder ça, ou dans 2 ans, tu regarderas ça d'un autre angle, et là, tu te dis, ah ouais. Mais des trucs comme ça, enfin, des trucs où tu ne vois pas... Ouais. Tu ne sais pas que tu ne sais pas. La façon dont on se voile les yeux ou dont on se ment, enfin je ne sais pas très bien d'ailleurs, est incroyable. Moi, j'ai été mariée à un monsieur qui s'appelle Jacques, je m'appelle Nadalette. Ce n'est qu'il y a 10 ans, alors qu'on était mariés depuis 20 ans, que j'ai compris que ma grand-mère paternelle s'appelait Nadalette et que mon grand-père s'appelait Jacques. Donc, si tu veux, pour ne pas arriver à avoir un truc pareil, et vraiment faire une constellation familiale un jour, et d'aller dans le transgénérationnel. Mais là c'était pas un problème de date, c'est pas un problème complexe à voir. Je toujours su que mon grand-père s'appelait Jacques, que ma grand-mère s'appelait Nadalette. Je n'arrivais pas à le voir. C'est quand on est quand même... Il y a un timing et on a une capacité... Enfin, moi, j'ai une capacité de déni qui est juste hallucinante. Le fait que tu sois aussi une femme forte, c'est ça aussi. Je suppose que tu es déterminée et tu sais dans la direction dans laquelle on va. Je suis pareil, donc je me reconnais dans ton profil, tu vois. Et dans le coup, c'est vrai que des fois, ça nous met des œillères. Et en même temps, c'est ça aussi qui fait avancer les choses. D'où on a besoin d'être entouré de d'autres personnes pour faire ça. C'est ça, ça nous amène finalement tout ce qu'on en est à vivre ensemble, à co-créer. Et à une certaine douceur qui ne nous était pas donnée au départ. Et c'est vrai qu'il faut... On a dû faire avec pour avancer. Moi, je me suis pris un nombre de murs hallucinant. Et il a fallu beaucoup de murs avant que la vapeur retombe et que je m'ouvre, que je m'ouvre à moi, que je m'ouvre
à me respecter, du coup, que je m'ouvre à l'autre, pas du tout pour le sauver et me poser en puissance, mais au contraire pour être à ses côtés comme et quand il le souhaite. Et c'était pas ma position de départ, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Nadalette? De vivre. De vivre joyeusement en bonne santé. De vivre joyeusement et d'aimer, d'être en bonne santé, de vivre dans un monde où il y ait en effet cette inclusion, cet accueil de l'autre, cette générosité, cette bienveillance dont on rêve. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce délicieux moment. Merci à toi, merci. On refait ce plat quand tu veux. On se retrouve à Arcachon ou à Lacanau. Ou à Lacanau, c'est pas loin tout ça, chers co-créateurs, on vous embrasse très fort. Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves, de Nadalette Lafonta. Merci beaucoup, Nadalette. Merci, on vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec joie. Gros bisous.